Donc, et RFM, il est midi, voici le grand journal. À la une, affaire de l'église saccagée à Mbao, le procureur se saisit du dossier, la police à la recherche des auteurs. La grève de boulangers dans la banlieue de Dakar, il n'y avait pas de pain dans certains quartiers ce matin. Salif Sow, notre correspondant dès le début de cette édition. Liste de candidatures aux législatives, le dépôt est ouvert depuis ce matin au ministère de l'Intérieur. Le Ramadan, c'est demain, probablement. Reportage du jour. Reportage sur le dernier repas de midi avant le début du jeûne. Le grand journal sur RFM, qu'est-ce qui fait la une de l'actualité hors du Sénégal? Les titres du journal Inter, Sorna Natambay. Convocation aujourd'hui en Côte d'Ivoire du chef de protocole de Guillaume Soro. C'est dans son domicile qu'on a trouvé une importante cache d'armes, des kalachnikovs et des munitions qui ont servi aux soldats mutins. En République démocratique du Congo, l'ONU et les familles des deux experts onusiens assassinés réclament une enquête internationale, une demande que rejettent les autorités congolaises. Celles-ci déclarent avoir bouclé leur enquête en début de semaine et identifié les auteurs des crimes. Les titres sport, cher Tidiane Gagne. Des surprises en Coupe du Sénégal de football senior. La succession du tenant du titre est ouverte. Il s'agit de Nyaritali qui a été éliminé par un club de division inférieure. Vous entendrez l'analyse de Ndofenfal, un des membres du Yaraf de Dakar. Est-il possible de gêner et faire le sport ? Oui, dit notre consultant que vous entendrez dans ce journal. Aussi, quelques notes en bref, notamment avec la commission électorale de la FSF, la Fédération sénégalaise de football, qui fait face à la presse cet après-midi. C'est pour préparer l'Assemblée générale prévue le 12 août prochain. Dans la rubrique Point de vue, le débat du jour, la sécurité au lendemain de la publication par la police de ces chiffres. Entre janvier et mars, près de 14 000 interpellations. Mais d'abord, ces actes graves commis par des individus dans une église à Mbao, dans le département de Pikine. Hier, ils sont allés profaner, saccager le lieu de culte et ses symboles, sous le prétexte que le terrain sur lequel se situe l'édifice devait plutôt servir d'espace de loisirs. Retour ce matin sur les lieux. C'est un reportage d'Isidore Alexandre Sen. Devant la porte de l'église, par l'ombre d'une seule personne, d'ailleurs, le portail d'entrée est fermé, cadenassé même. Le lieu de culte porte encore les stigmates des attaques qu'il a subies. Sur place, une croix faite en ciment noircie par la fumée. Sur le mur de clôture, des écritures hostiles à l'implantation de l'église. Dégagez le mur de la honte. Voilà ce qu'on peut lire. Le chef de quartier où est implantée l'église parle d'une vieille histoire. Il y avait des problèmes, mais aujourd'hui l'église est construite. Je pensais que c'était fini. Ce qui s'est passé hier, c'est vous qui me l'apprenez. Je viens de me réveiller. Mais quoi qu'il en soit, préservons la paix qui règne entre musulmans et les autres religions au Sénégal. Quelles peuvent être les raisons de ce saccage? Ce notable, sous le couvert de l'anonymat, donne son avis. On a privé à ces jeunes d'espace de loisirs et cela a commencé depuis l'implantation de la mosquée que vous voyez là-bas. Les jeunes ont besoin de jouer au foot, etc. Pour ce jeune menuisier, rien n'explique ce qui s'est passé. Nous sommes tous des Sénégalais. Église ou mosquée, ce qui est arrivé est anormal. Je vois mal que des gens attaquent une mosquée. Et puis les travaux de cette église continuent, donc ça vaut plus la peine de ruer dans les brancards. Le chef de quartier souhaite un dialogue entre les responsables de l'église, les jeunes et les notables du quartier pour régler le problème. Isidore Alexandre Sensi Kapmbaou, RFM. Le commissaire Tabarandja, la porte-parole de la police, nous a confié il y a quelques minutes que le procureur est informé et qu'une enquête est ouverte. Midi passé de 4 minutes. Il n'y avait pas de pain ce matin dans plusieurs quartiers de Pikine et Guédiawaye. La grève des boulangers de la banlieue de Dakar a eu l'effet escompté par les initiateurs, des boulangers qui protestent contre une hausse de 4 000 francs CFA sur le prix du sac de farine. Salif Sow. Dans sa minuscule cantine bleue posée à l'angle d'une ruelle, cette vendeuse de pain se voit prise d'assaut. Sa marchandise s'est faite rare dans les foyers ce matin. Je viens d'apprendre la nouvelle.
C'est ma belle-sœur qui m'a dit tout à l'heure que les boulangers sont en grève. Surprise, ces femmes, des mères de famille pour l'essentiel, se rabattent sur les pains au lait, beignets, biscuits, couscous et autres bouillies. J'ai acheté du pain au lait, je n'ai pas le choix. Tu vois les enfants prénichés comme ça là, ils veulent du pain. Malgré moi, je vais chercher de la bouillie. Ce, au grand regret des gargotières, déplore l'une d'elles. La commerçante évoque un pénible manque à gagner. Ce groupe de femmes a réussi tout de même à trouver du pain après une recherche effrénée du produit. Les boulangers ont décrété 72 heures sans pain à partir d'aujourd'hui. Sur ce, nos interlocutrices craignent le pire. Couper le jonc avec des biscuits, mais c'est inimaginable. Le gouvernement n'a qu'à gérer ça et au plus vite. Le mot d'ordre de grève est suivi par endroits. Certains boulangers n'ont pas baissé rideau comme ici. La gérante nous dit pourquoi. La farine, ça coûte cher. Le sac de 50 kg a connu une hausse de 4 000 francs CFA. Mais nous ne pouvons pas aussi priver nos clients du pain. Au premier jour de grève, la baguette de pain se fait déjà désirer. Les consommateurs qui en raffolent ont fini d'interpeller les autorités. Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. La Fédération nationale des boulangers du Sénégal se démarque de cette grève, estime que le prix fixé à 18 000 francs CFA pour ce sac de farine de 50 kg n'a jamais été donc dépassé, donc pas raison d'aller en grève. Amadou Gaye, le président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal, au téléphone avec Daouda Diouf. Il y a certains boulangers, je dis bien certains, qui ont lancé un mouvement de grève. Et ils sont que c'est la fédération. Non. Encore une fois, nous, la fédération, on s'est réunis à Thiès avant-hier pour dire simplement aux Sénégalais que la FNBS n'a jamais cautionné aucun mouvement de grève d'arrêt de production. Et que nous avons pris en compte les problèmes de la boulangerie. Lors de la nuit de la boulangerie, nous avons parlé au ministre du Commerce, qui avait même décidé à l'avance de nous recevoir le lundi pour régler des questions d'une manière globale de la boulangerie. Il faut que ces gens-là sachent que nous, en tant que FNBS, nous sommes une association très sérieuse. Nous n'allons pas se focaliser sur le prix de la farine et le prix du pain. Parce que leur raison, c'est simple. Ils pensent que le prix de la farine a augmenté. Ce n'est pas le cas. Parce que le prix de la farine est homologué à 18 000 francs. Et que, entre les meuniers, il y avait une concurrence entre eux. Ce qui fait que un boulanger de parcelle, par exemple, il pouvait acheter à 13 000 francs la farine, à côté de l'autre à 14 000, l'autre à 15 000, l'autre à 16 000, et nous avions dénoncé cela. C'est pourquoi nous voulons régler avec l'autorité la question totale de la boulangerie. Parce qu'il faut comprendre que parfois, ces mêmes boulangers qui disent qu'ils ont des problèmes, ils donnent plus de 50 francs de commission à des redistributeurs. Ensuite, il y a l'ouverture anarchique des boulangeries dans ce pays-là. Nous l'avons pris en tant que fédération, cette question pour régler définitivement. Maintenant, ceux qui veulent aller en grève, ils n'ont qu'à le faire. C'est le droit le plus absolu. Ils sont les propriétaires. Mais nous, on veut régler la question définitive des problèmes de la boulangerie parce que nous avons un secteur à protéger. Et ce n'est pas des boulangeries fantômes qui veulent nous barrer la route. En tout cas, le Ramadan, le mois du jeûne pour les musulmans, débute demain sans doute au Sénégal. La Commission nationale d'observation et de concertation sur le croissant lunaire se réunit, en tout cas ce soir, comme depuis toujours, au siège de la radio-télévision du Sénégal. Alors, très probablement aussi, vous allez prendre tout à l'heure votre dernier repas de midi avant le début de ce mois d'abstinence. Ce dernier repas, tout en symbole, parce qu'il va disparaître un mois. Il va nous manquer, il ne faut pas se voiler la face. Reportage auprès de familles dans un quartier de Dakar, Adamaba. Fatoumata Soumaré habite à la rue 31 de la Médina, en train de faire sa vaisselle. Elle a mis les moyens pour des repas exquis ce vendredi, probablement dernier jour avant le Ramadan. Aujourd'hui, pour le petit déjeuner, ce sera des œufs. Et pour le repas de midi, ce sera du bon riz au tchof bien assaisonné. Les derniers jours de Ramadan, beaucoup le vivent comme un véritable moment de plaisir. Hadi Diop également était en train de donner des consignes à sa bonne pour le repas de ce midi. Je vais faire du bon couscous au poulet pour le déjeuner. Il faut que ce dernier repas de midi soit remarquable. À côté de ce qui considère ce jour comme important, avant de rompre avec des habitudes des 3 repas, il y a ce qui ne se fatigue pas du tout. C'est un jour comme les autres, Oumou Kalsoum. Tout ce que nous avons, nous le préparons. Si nous avons du mbahal,
il y a ça du kaldou, que ça soit du repas, alhamdoulilah. Ces familles souhaitent également que chaque jour du Ramadan soit particulier, manger riche et sain pour avoir la force nécessaire et faire face aux 30 jours de jeûne. Ramadan oblige. RFM. La radio de toute l'actualité. La radio de toute l'actualité. Ça passe inaperçu, mais c'est inquiétant, cette pénurie de sang. Le Centre national de transfusion sanguine, dispose pourtant d'au moins 4000 litres, mais ces banques de sang ne peuvent pas être utilisées faute de ce qu'on appelle dans le jargon des médecins les consommables. Situation imputable à la pharmacie nationale d'approvisionnement qui ne déclenche pas le processus pour la livraison de réactifs offerts au Sénégal. Réactifs indispensables pour tester la qualité du sang. Vous avez suivi ce dossier pour nous, Georges Déthié-Diop. Oui, Babacar, l'affaire est ahurissante et met la vie de pauvres citoyens en danger. Une pénurie de sang qui frise le scandale. Le paradoxe dans tout cela, selon nos informations, le Centre national de transfusion sanguine disposerait d'un stock jamais atteint, mais pas utilisable pour l'heure. En tous les cas, au moins 4000 litres de sang, vous l'avez dit, une forte quantité qui dort dans les banques faute d'un contrôle de qualité. Les consommables n'étant pas mis à la disposition du Centre national de transfusion sanguine, tout cela à mettre sur le dos de la pharmacie nationale d'approvisionnement. La communauté internationale, à travers un fonds mondial, a fait un don de réactifs au Sénégal. Réactifs nécessaires pour tester le sang avant de le donner. Et voilà 2 semaines que la CNTS peine à entrer en possession des dits réactifs. La PNA, qui doit déclencher le processus par un jeu d'écriture, fait le mort. Attitude assimilée à une négligence qui expose la vie des Sénégalais. Cela risque aussi d'entamer à la fois le sang et les réactifs. Et pourtant, la procédure, Babacar, est toute simple. Après demande du Centre national de transfusion sanguine par émission d'un bon, la PNA doit répondre plutôt par une facture pro forma que la direction de la santé doit à son tour approuver pour que la pharmacie nationale d'approvisionnement livre les réactifs. Mais jusque-là, l'on fait savoir que la PNA n'aura pas fait son travail. Pourquoi ? Qu'est-ce qui entoure cette démarche ? Y a-t-il anguille sous roche ? Des acteurs du secteur interpellent en tous les cas les autorités compétentes, le procureur de la République, l'OFNAC même. La psychose du sang contaminé est encore vivace et selon notre interlocuteur, il y a risque que notre pays perde sa crédibilité. Réaction attendue du Centre national de transfusion sanguine et de la pharmacie nationale d'approvisionnement. Nous avons essayé de joindre les directeurs de ces 2 institutions. 20 tentatives. Georges Déthié-Diop en direct dans ce studio. On reste dans la santé, on reste dans le Ramadan. Reportage Ramadan d'Awambay ce matin au centre de santé Abdoulaziz Sy Dabakh des Parcelles Assainies à Dakar. À la veille donc du début du jeûne pour les musulmans, les consultations surtout pour ceux qui envisagent d'observer ce mois d'abstinence. Ils sont surtout venus prendre conseil auprès du médecin. Awambay. La salle d'attente est pleine de monde, des patients diabétiques pour la plupart. Maïmouna a dépassé la 60aine et les diabétiques et veut jeûner, mais elle demande d'abord l'avis de son médecin. Sadag Sow est un travailleur à la retraite. Il est venu pour le même motif. Il tient un bout de papier sur lequel il est noté son taux de sucre dans le sang. Je suis à 0,93, c'est tolérable. Il attend son tour chez le médecin et ce dernier va décider si oui ou non il peut jeûner. Il faut l'avis du médecin. C'est plus présent. Plus jeune que les autres, Lamine Diop est diabétique, mais apparemment il se sent très bien. Ça fait 3 ans seulement que je me suis rendu compte que j'ai un taux de sucre élevé, mais depuis lors je jeûne sans problème. Le médecin-chef du centre de santé Abdoulaziz Dabakh des Parcelles Assainies, le docteur Ndeye Kharindoye, explique la présence des patients en cette veille de Ramadan. Et avec nos diabétiques qu'on suit au niveau du centre de santé Mme Abdoulaziz Sy, ils viennent pour dire qu'ils veulent jeûner, alors que le jeûne peut entraîner un déséquilibre de ce diabète. Donc, il faut certains conseils et également une attitude à prendre pour pouvoir jeûner. Et il doit en être ainsi pour toutes les autres pathologies chroniques. Les malades doivent d'abord demander l'avis de leur médecin avant d'entamer le mois de Ramadan. Merci d'écouter le grand journal sur RFM. Il est 12h14. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Babacar Fall. Eladji Diouf, l'avocat et homme politique, annonce la publication pour bientôt d'un livre sur les magouilles et injustices à l'Assemblée nationale, dit-il.
Eladji Diouf, invité d'RFM Matin aujourd'hui, il entend ainsi donner une réponse politique à ces révélations faites hier, révélations sur des surfacturations sur l'entretien des véhicules qui appartiennent à l'Assemblée nationale. D'autres sujets aussi vont figurer dans l'ouvrage. Vous allez l'entendre, Eladji Diouf explique pourquoi, d'ailleurs, il n'a pas intégré la coalition Benno Bokk Yakaar et celle de l'opposition Manko Taxawu Sénégal pour la tête de liste de l'ERAL. C'est le nom de sa coalition qu'il a annoncé avoir mis sur pied. C'était hier en conférence de presse. Pour lui, donc, les leaders de Manko et ceux de Benno ne se préoccupent pas des vrais problèmes des Sénégalais. Je crois que ce n'est pas connaître Eladji Diouf de penser en cet instant de retrouver dans une coalition de leaders qui ont d'autres objectifs, notamment de conquête du pouvoir. Notre coalition n'est pas une coalition en direction de la présidentielle. Et toutes les autres coalitions, en réalité, ne visent que la présidence de 2019. D'ailleurs, il y a une coalition qui dit que c'est un test pour 2019. Pour nous, c'est pas un test. Pour nous, c'est une coalition véritablement engagée dans des élections législatives pour représenter le peuple à l'Assemblée nationale et non briquer la magistrature suprême. Pour nous, c'est prématuré. Et les autres sont en train de s'entraîner pour la présidentielle. C'est la raison pour laquelle nous sommes restés fidèles à notre ligne de conduite qui consiste à seulement prendre en charge les aspirations du peuple, les défendre à l'Assemblée, les porter pour aboutir à des résultats probants, pour enfin avoir de véritables députés du peuple et non des députés du président ou des députés de l'opposition. Vous faites une révélation hier des surfacturations à l'Assemblée nationale. Quelle suite comptez-vous donner à ce que vous considérez comme un détournement? Mais ça, c'est un élément parmi les nombreuses défaillances. Même il y a les pneus. Si vous changez vos pneus, 4 pneus, c'est facturé à 800 000 francs. Et les 4 pneus qui sont enlevés sont retenus pour être revendus par celui qui vous donne les pneus. Il y a d'autres magouilles à l'Assemblée. Il y a le président du groupe parlementaire de la majorité qui a des fonds politiques. Il y a le président du groupe de l'opposition qui a des fonds politiques. Outre les salaires de 3 millions, il y a tellement de cas de magouilles, d'injustice à l'Assemblée. Mais tout ça va apparaître dans un livre que je suis en train d'écrire. Le livre, c'est pour quand? Pour bientôt, Inch'Allah. Quel sera le contenu donc? L'injustice et la réforme nécessaire de l'institution parlementaire. Eladji Diouf. C'est ouvert depuis ce matin et les partis politiques et coalitions de partis peuvent aller déposer leurs investitures aux législatives auprès des services du ministère de l'Intérieur. À Kaolack, malgré les injonctions de Macky Sall, le président de la coalition Benno Bokk Yakaar, qui a demandé la suspension des réunions d'investiture, malgré cette interdiction, des partisans de Mariama Sarr l'ont faite tête de liste. Ibrahima Diamé. Ce n'est pas une assemblée générale d'investiture, mais il s'agit d'un groupe de responsables politiques composé pour la plupart de présidents de comités qui se sont réunis dans les locaux de la mairie pour faire leurs propositions. À la fin de la discussion, Mariama Sarr, maire de la ville de Kaolack, qui est sortie comme tête de liste de leur choix. Djegan Wanli est le porte-parole du groupe. Nous sommes là aujourd'hui pour demander au président de la République de choisir Madame le maire Mariama Sarr comme tête de liste départementale. Parce que les élections passées, Madame le maire Mariama Sarr était tête de liste et on s'est rendu compte que toutes les listes qu'elle a eu à diriger, elle a eu victoire. Pour ces responsables, on ne change pas une équipe qui gagne et à leurs yeux, de tous les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar de Kaolack, Mariama Sarr garde le meilleur profil pour avoir été l'actrice principale des précédentes victoires et avec elle, la victoire de la coalition est assurée. Nous savons que si Madame le maire Mariama Sarr est tête de liste, Inch'Allah, on gagnera Kaolack. On garantit la victoire du Benno Bokk Yakaar ici à Kaolack. C'est la raison pour laquelle on demande au président de la République de choisir Madame le maire Mariama Sarr comme tête de liste. Pendant que tout le monde attend avec beaucoup d'impatience le feu vert du président de la coalition qui avait demandé d'arrêter toutes les assemblées d'investiture pour ne pas fausser le jeu, voilà que les partisans de Mariama Sarr, ministre de la Femme, n'ont pu garder le silence sur le choix. Toutefois, il précise que le dernier mot revient au président de la coalition Benno Bokk Yakaar, Macky Sall. Ibrahima Diamé, Kaolack, Radio Futur Média. RFM. L'actualité internationale. Avec Sornon Natambaï, bonjour. Bonjour Babacar. La Côte d'Ivoire, la gendarmerie a convoqué aujourd'hui le chef du protocole de Guillaume Soro. Il serait impliqué dans la dernière mutinerie à Bouaké. Une cache d'armes avait été découverte dans son domicile, des kalachnikovs, des munitions et des lance-roquettes qui ont été pris par les soldats mutins. Anna Rocha.
Souleymane Kamagaté, il s'appelle, plus connu sous le pseudonyme de Sol to Sol. C'est le directeur de la communication de l'Assemblée nationale ivoirienne qui a confirmé l'information. Souleymane Kamagaté, proche de Guillaume Soro, doit être entendu par la gendarmerie après la découverte il y a quelques jours d'une cache d'armes dans une maison dont il serait le propriétaire. Il s'agit d'armes très lourdes, des kalachnikovs, des munitions et des lance-roquettes. Le ministre ivoirien de la Défense avait annoncé l'ouverture d'une enquête car cette découverte de cache d'armes a coïncidé avec les dernières mutineries de soldats ivoiriens. 4 personnes sont mortes lors de ces rébellions, 9 autres blessées. Un accord a permis de mettre fin au mouvement, mais Amnesty International demande aux autorités ivoiriennes d'ouvrir d'urgence une enquête indépendante sur ces violences. L'ONG estime par ailleurs que les responsables doivent être traduits en justice. Merci Anna Rocha. À la suite de ce journal international sur Natambaye, direction la Gambie, où le forum sur les droits de l'homme vient de s'achever. Durant 3 jours, les participants ont réfléchi sur la façon de réorganiser le système judiciaire et d'assurer la protection des droits de l'homme. La Gambie veut faire oublier les 22 ans de dictature, d'arrestation arbitraire, de meurtre et de torture. Daoud Diouf. Cette rencontre de 2 jours portait sur la mise en place d'une justice pour avancer et assurer la protection des droits de l'homme en Gambie. Et cela pour essayer de tourner la page après 22 ans de dictature sous le régime du président Yahya Jammeh. Le ministère de la Justice de la Gambie, qui a planché sur la mise en place d'une justice dite transitionnelle, parle d'une série d'instruments pour permettre d'affronter le passé et commencer la reconstruction. Les autorités judiciaires de Banjul ont décidé de rendre justice tout en réconciliant. Elle souhaite pour cela s'appuyer sur les mécanismes de justice transitionnelle. Par exemple, l'établissement d'une commission vérité et réconciliation. L'exemple de la Sierra Leone a servi de feuille de route aux autorités judiciaires gambiennes qui ont décidé de rendre justice à leur peuple. Daoud Diouf, au Cameroun, un membre présumé de Boko Haram s'est fait exploser ce matin dans la localité de Kolofata. Le kamikaze venu du Nigeria voulait s'introduire dans un lieu de prière lorsqu'il a été surpris par des membres du comité de vigilance. Quelques civils ont été blessés. Le jeudi soir, pas loin de Kolofata, un poste avancé de l'armée près du lac Tchad a été attaqué par des terroristes. Le bilan n'est pas encore connu. Et le Kenya, les Shebab qui frappent encore, plusieurs morts, il y a des policiers. 3 attaques ont eu lieu en 2 jours dans les villes de Mandera et de Garissa à la frontière avec la Somalie. 14 policiers ont perdu la vie. Tout d'abord, 3 véhicules de police ont heurté des engins explosifs. Quelques heures plus tard, une voiture de police qui escortait le gouverneur de Mandera a été détruite. 5 policiers sont morts sur le coup et le gouverneur a pu être sauvé. La 3e et dernière attaque s'est produite le jeudi matin. En fin mars, les Shebab avaient mis en ligne une vidéo montrant le chef de la branche kenyane menacer le pays. Le groupe terroriste est affilié à Al-Qaïda. En République démocratique du Congo, les autorités continuent de dire non à une enquête de l'ONU sur le membre sur le meurtre. Voilà, le meurtre de ces 2 experts. 2 experts. Une équipe d'enquêteurs est attendue à Kinshasa. Il est composé de 6 personnes. La mission de l'équipe va vérifier si les protocoles de sécurité de l'ONU ont été respectés par les 2 experts assassinés, mais aussi si des erreurs ont été commises en interne dans la gestion de ce drame. Tout cela n'est pas du goût des autorités congolaises. Pour le ministre des Affaires étrangères, pas question qu'il y ait une enquête internationale dans cette affaire. Mardi dernier, le Conseil de sécurité s'était réuni et a mis en doute les conclusions de l'enquête menée par les autorités de la RDC. Malgré toute cette polémique, les familles de Michael Sharp et Zaida Catalan exigent l'ouverture de cette enquête internationale. L'Égypte, pour finir, 24 personnes tuées dans une attaque contre un bus. Le véhicule transportait des chrétiens coptes. En dehors des 24 morts, on compte aussi 27 blessés. Ce nouvel attentat survient une quarantaine de jours après les 2 attentats qui avaient visé 2 églises coptes et qui avaient fait 45 morts. Babacar. Merci, Sorna Natambaye. Midi 23. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Le débat du jour va porter sur la sécurité au lendemain de la publication par la police de ces chiffres pour le premier trimestre 2017. RFM Sport. Journal des sports, cher Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous, Babacar. Il y a des surprises en Coupe du Sénégal de football, la succession du tenant du titre ouverte.
Il s'agit de Nyaritali et de Génération Foot, actuel leader de la Ligue 1 de foot chez nous. C'est donc à l'issue des 32e de finale de la Coupe du Sénégal. Ces deux formations sont passées à la trappe. Parmi les favoris ont été éliminés par des clubs de division inférieure, ce qui arrive assez souvent dans des matchs de coupe. Selon Dauphin Fall, c'est aussi le charme d'un match de coupe. Nous l'écoutons, le dirigeant du Yaraf. C'est le charme de la coupe. C'est effectivement l'occasion de rencontres d'équipes de divisions différentes. C'est l'occasion, effectivement, aux équipes supposées inférieures de devoir mettre le paquet. En général, jouent le match de leur vie, ce qui amène ce genre de dysfonctionnement. Vous avez cité le cas de Génération Foot, mais Génération Foot a quand même été éliminé par Mbour Petite Côte, qui est aussi une équipe de première division. Nous avons remarqué aujourd'hui que Nyaritali en a fait des frais, et c'est ce qui permet effectivement aux équipes de division inférieure de se donner entièrement pour effectivement démontrer que les équipes se tiennent. Entre la L1 et la L2, pratiquement c'est le même niveau, parce que vous aurez constaté que Génération Foot qui est venue de la L2 l'année dernière est arrivée en L1 cette année, caracole en tête du championnat. Il faut encourager effectivement le travail qui se fait en division inférieure, et c'est comme ça, c'est ceci qui crée l'émulation. Concernant la coupe maintenant, c'est effectivement ça qui fait le charme de la coupe, qu'on se retrouve effectivement avec toutes les divisions du Sénégal. Cet amalgame donne à la coupe du Sénégal le faste qu'on attend effectivement des coupes. Et selon des coupes en général et dans le monde entier. Dauphin Fall, dirigeant au Yaraf de Dakar. Cher Tigane, l'actualité des sports n'échappe pas au Ramadan qui se profile, déjà là d'ailleurs. Jeûner et faire du sport, c'est possible ? Oui, nous dit-on, mais il faudrait prendre des précautions pour allier donc les deux. Écoutons plutôt le médecin de sport, Babacar Ngom, que nous avons joint ce matin. Je pense qu'il faut rappeler deux principes. Le premier principe, c'est le couple indissociable sport et hydratation. Le sportif est obligé de boire toute la journée, parce qu'avec la pratique du sport, on sort beaucoup de l'eau, et cette eau qui sort, on doit la remplacer impérativement et précocement. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe également, je pense que c'est important que la privation d'eau, surtout en période de chaleur, qui à partir de 25 degrés est considérée comme en matière de sport, est considérée comme la canicule qui commence à 25 degrés. Donc il est important également de multiplier par 2 ce qu'on pourrait prendre comme truc. Cela veut dire quoi? En définitive, que Port et Ramadan devraient pouvoir cheminer ensemble si effectivement on prend un certain nombre de précautions. Le docteur Babacar Ngom, médecin du sport. Le journal des sports, Sud F1, cher Tigane. La commission électorale de la FSF, la Fédération sénégalaise de football, face à la presse cet après-midi à 16h dans les locaux de la fédération, présidée par le magistrat Jean-Louis Toupane. Il lui revient de piloter l'Assemblée générale prévue le 12 août prochain. 3 ont déjà déclaré leur candidature. Il s'agit de l'actuel président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, son vice-président Baye Diouf Dia et l'ancien président de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Lui, Lamotte, relance et développement du football sénégalais. Des acteurs composés entre autres d'anciens joueurs, de techniciens, de présidents de clubs, d'avocats ou encore de médecins lancent ce vendredi un nouveau concept. C'est depuis ce matin dans les locaux de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, précisément à l'UCAD 2. Selon les initiateurs, la nouvelle structure va être une tribune de réflexion permanente commune avec comme finalité des solutions innovantes pour le football sénégalais, pour plutôt un football sénégalais beaucoup plus performant. Nous y reviendrons avec notre reporter Sodekam qui est déjà sur les lieux. Merci, cher Tigane. Merci RFM, la chronique du jour. La chronique du vendredi de Mamoudou Brakan. Vous vous intéressez aujourd'hui à l'affaire Petrotim, ce groupe pétrolier qui n'est plus dans le pétrole sénégalais mais avait obtenu une licence et malgré des précisions, des recommandations de l'inspection générale d'État, le président de la République a signé des décrets qui avaient octroyé cette licence à Petrotim. On a connu le compte K2 et les licences de pêche au temps des socialistes. Le régime de Wade a eu ses chantiers de Lanossi et de Thiès. Le pouvoir de Macky Sall a ses puits de pétrole. Et ça pue le scandale à 1000 lieues. Le rapport de l'IGE le laisse entendre. Avec les dessous obscurs révélés par l'inspection générale d'État, on peut aussi parler des ombres et pénombres de Petrotim. L'IGE confirme l'adage
Tout ce qui brille n'est pas or. Timis, le crépuscule, sans jeu de nom, ne brille pas, il obscurcit. Passe encore tant que c'était les seules révélations contenues dans le livre Pétrole et gaz au Sénégal, chronique d'une spoliation, écrit par l'autre inspecteur Ousmane Sonko. Le gouvernement ne peut plus se cacher derrière l'argument spécieux de contre-vérité déversée par l'encre et la salive d'un néo-opposant. Désormais, c'est l'IGE elle-même qui a écrit noir sur blanc dans son rapport d'enquête d'octobre 2012 que Petro-Tim ne remplissait pas les conditions pour obtenir un permis de recherche et d'exploration des hydrocarbures au Sénégal. Le gendarme de la gestion sobre et vertueuse suggérait même à l'autorité que les permis octroyés à Petro-Tim soient retirés en raison des irrégularités qui entachent la validité de la convention signée avec Petro-Tim qui en est le substrat. Autrement dit, Petro-Tim ne répondait ni aux conditions financières ni aux conditions techniques qu'exige une telle activité. Clair comme l'eau de roche. Si le pouvoir accorde le moindre respect à l'IGE dont il a le devoir de sauvegarder la crédibilité et le crédit souvent chahuté, il a là l'occasion de le prouver. Pour bien moins que ça, le maire de la capitale du Sénégal est actuellement en prison sur la base d'un rapport de l'IGE. En plus, depuis quelques jours, le pays bruit d'un autre rapport fracassant de la même inspection faisant état de 105 milliards qui auraient été distraits par le régime du président Wade dans le fameux FESMAN de 2010. Le crédit a accordé à la volonté de transparence du président Macky Sall, premier destinataire des rapports de l'inspection générale d'État, est au prix du traitement diligent de l'affaire Petro-Tim à la suite des révélations que contient l'enquête d'octobre 2012 de l'IGE. Bien curieux d'ailleurs que ce rapport ne soit connu du grand public que presque 5 ans après sa réalisation. L'éjection ou la démission il y a peu du ministre de l'Énergie Thierno Alassane Sall ne fait que renforcer les présomptions d'une gestion sombre et vicieuse du dossier pétrole. Si Timis est grand, Total n'est pas petit. Signer son contrat avec le Premier ministre quasiment le jour même du départ du naguère balèze ministre TAS, Thierno Ousmane Sall, compagnon de la première heure du président de la République durant la douloureuse phase de conquête du pouvoir, cela édifie à suffisance sur la puissance de feu de la compagnie pétrolière française. Et cette tendance, Mamoudou Ibra Kane a tout donné aux filiales, aux groupes occidentaux, au détriment de collaborateurs africains possibles. Vous évoquez, par exemple, cette coopération qui pourrait être intéressante entre le Sénégal et le Ghana. Babacar, la visite récente au Sénégal du président ghanéen Nana Addo Akufo est passée presque inaperçue. Le microcosme dakarois était plutôt focalisé, à tort ou à raison, sur la part belle faite aux puissances occidentales quant au partage de la manne financière que devrait générer l'exploitation de notre pétrole et de notre gaz. Pourtant, il y a un fait marquant dans le séjour du numéro 1 ghanéen qui aurait dû connaître un meilleur sort. Selon le communiqué officiel qui a sanctionné cette visite, une mission sénégalaise se rendra prochainement au Ghana pour s'inspirer de l'expérience ghanéenne de gestion des ressources naturelles comme le gaz et le pétrole. De quoi fouetter chez certains la fibre panafricaine. Notre pays a semblé privilégier l'expertise occidentale depuis l'annonce des découvertes de gisements pétroliers et gaziers. On parle même de l'arrivée probable de Russes et de Chinois. Et depuis lors, pas l'ombre de l'Afrique. Un bon benchmark ne saurait ignorer l'intérêt d'aller jeter un coup d'œil chez les producteurs de pétrole du continent, ne serait-ce que pour voir ce qu'il ne faudrait pas faire en matière d'exploration, d'exploitation et de gestion de nos ressources pétrolières et gazières qui, bien qu'annoncées comme abondantes,
ne seraient pas intarissables. Il faut bien le dire, si on épilogue beaucoup sur la malédiction du pétrole, c'est parce que des exemples, il y en a à foison en Afrique. Que le Sénégal décide de s'inspirer de l'expérience ghanéenne en matière de management du pétrole et du gaz signifie que la malédiction tant redoutée n'est pas une fatalité. Expérience ghanéenne, avez-vous dit? Exception ghanéenne donc. Comme quoi, avec le pétrole, tout le monde n'est pas maudit. Puisse le Sénégal trouver ou retrouver le chemin de la bénédiction. Mamoudou Ibra Kane, merci. Prochaine chronique la semaine prochaine, vendredi prochain. RFM, la presse du jour. Ce programme vous est proposé par Emirates. La revue de presse de Georges Détier-Diop. Du nouveau dans l'affaire du bébé violé à Thiès. Et on en perd la tête. L'observateur révèle que le meilleur ami du père de la fillette est le présumé auteur du viol odieux. Mamadou Moustapha Fall ne croyait pas si bien dire lorsqu'il affirmait lors de son audition que le violeur de sa fille devait être une personne qui lui est très proche, étant entendu qu'il connaissait les coins et recoins de son appartement. Alors, la police lui donne raison. Selon l'observateur, les enquêteurs de la brigade de recherche de la police du 1er arrondissement ont réussi à dresser le profil du présumé violeur qui serait l'ami intime de Mamadou Moustapha Fall, père de la fillette. Les enquêteurs se sont fait une religion sur l'identité du présumé violeur qui a pris la fuite le jour même des faits, donc activement recherché. En politique, le sujet favori à la une de l'Observateur, la réunion du secrétariat exécutif national de l'Alliance pour la République. Mon confrère apprend que Macky Sall a haussé le ton et a fait dans la menace. Il s'en est pris à ses hommes, souligne l'Obs qui parle d'une opération de remontrance qui a duré presque 1 heure. Quelques bribes du discours de Macky Sall à la première page du journal du groupe Futur Média. Je vais me charger des investitures. Sauf pour des cas exceptionnels, les ministres et DG ne seront pas investis. Que tout le monde suive la ligne du parti. Le quotidien LAS rend aussi compte de la réunion du secrétariat exécutif national de l'APR. Le journal note que le chef de l'État n'a pas encore digéré son trop plein de colère après les affrontements notés dans la quasi-totalité des départements. Une colère qui se manifeste par cette phrase prononcée par Macky Sall et qui est mise en exergue par l'AS. Vous m'agacez et agacer les Sénégalais. Et à propos des attaques contre Niasse Tanor, Libération informe que Macky Sall les a qualifiés d'ignobles avant de décréter qu'aucun ministre ne sera tête de liste lors des législatives. Les législatives du 30 juillet prochain, justement, l'ancien premier ministre Abdoul Mbaye et le député El Hadj Diouf sont sur la ligne de départ. Abdoul Mbaye, tête de liste nationale de Dioyanti. L'avocat El Hadj Diouf lance la coalition Leral. Arrêtons-nous d'abord sur le cas Abdoul Mbaye. Enquête l'appelle le cavalier seul. Selon enquête, il ira aux élections en compagnie de 4 formations inconnues du bataillon. Et pour ce qui est de Maître El Hadj Diouf, Vox Populi indique qu'il a fait de graves révélations lors du lancement de sa coalition Leral. L'homme politique et avocat a fait savoir que 30 millions de francs CFA sont détournés chaque mois à l'Assemblée nationale. Mais comment cela a pu se produire? Vox Pop cite El Hadj Diouf. Chaque véhicule après chaque vidange facture 180 000 francs alors que le vidange c'est 30 000 à 40 000. Conclusion, selon lui, il y a une surfacturation de 150 000 francs CFA par voiture et par mois. Cela fait 420 millions annuellement. Sud Quotidien résume les sorties de Abdoul Mbaye et de El Hadj Diouf par ce titre. Abdoul Mbaye s'engage, Maître El Hadj Diouf déballe. Mais les allégations de Maître El Hadj Diouf tiennent-elles la route? Non, si l'on se fie au chef du parc de l'Assemblée nationale qui s'est confié à Vox Populi. Mor Ndiaye dément et dit à qui veut l'entendre que la surfacturation n'existe pas. À la une du journal Le Quotidien, la réplique du Parti socialiste à Aïssata Tall Sall. Le maire socialiste de Podor a mis sur pied son mouvement Oser l'avenir. Le PS lui demande de s'assumer. Lors du lancement de son mouvement, Aïssata Tall Sall avait déclaré que ce choix-là, il n'est pas un choix facile. Il est même un choix très difficile. Mais nous avons décidé d'y aller et de laisser derrière nous le monde du passé. Et selon Le Quotidien, certains avaient vu derrière ces propos une pique à Tanor et à la direction du Parti socialiste. Réaction de Abdoulaye Wilane à l'issue de la réunion du secrétariat exécutif national du PS. Nous avons toujours dit que les décisions du parti s'assument ou ceux qui les violent en tireront les conséquences. Nous prendrons acte. Les jeux seront très clairs afin que nul n'en ignore. Le porte-parole du PS rajoute que dans toutes les démocraties, ceux qui font dans la dissidence et la défiance assument leur choix. Le Quotidien se fonde sur tout cela et titre « Oser assumer ».
et l'avenir. Dans le secteur des transports, il faudra y inscrire le projet de bus rapide par voie réservée au bus rapide transit entre Guédiawaye et le centre-ville. Le Soleil, dans sa livraison du jour, nous apprend que la Banque mondiale a accordé hier un financement de plus de 180 milliards de francs CFA au Sénégal pour le BRP. Et à terme, 300 000 passagers seront transportés par jour. 1500 emplois attendus. Le Soleil évoque un système de transport innovant et moderne. Et cette affaire d'homosexualité et de chantage à la une de Libération. Une affaire pour le moins sensible, selon Libération, jugée mercredi par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Un prêtre a été filmé nu en position compromettante avec un adolescent qu'il a fait chanter avec l'aide de ses 2 complices présumés. Ils ont été arrêtés par la division des investigations criminelles, souligne le journal Libération. Le journal Libération qui parle d'un prêtre filmé nu avec un ado et rançonné. À vos kiosques et bonne lecture. Ce programme vous a été proposé par Emirates. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Nous avons 5 minutes pour parler du débat du jour sur les chiffres publiés par la police sénégalaise. Près de 14 000 interpellations entre janvier et mars pour diverses raisons. Nous allons parler avec le colonel Aliou Ndiaye, ancien porte-parole de la police. Bonjour. Bonjour. Amadou Ali Kane, avocat et conseiller juridique de la RADDHO, ONG de défense des droits de l'homme. Bonjour, maître Kane. Bonjour, Babacar. Alors, le colonel Aliou Ndiaye, est-ce que ce chiffre, il y a une interprétation à faire en 3 mois? Est-ce qu'il arrive à la police de faire autant de travail, près de 14 000 interpellations? Mais oui, parfaitement. Permettez-moi seulement, avant de commencer, de féliciter les services de police, particulièrement, mais en général les services de sécurité pour ce travail accompli. Les chiffres de l'activité de nos services et de la bonne direction. Est-ce qu'il est arrivé qu'on en arrive à ce chiffre? Bon, vous savez, en 3 mois. Les chiffres sont variables. Hein. Ça dépend des périodes, ça dépend des événements, ça dépend de beaucoup de choses. Hein. Les publications... Qu'est-ce qu'il a dû se passer entre janvier et mars pour avoir ça? Mais ce qu'il faut peut-être voir, c'est peut-être l'analyse qu'il faut faire, c'est entre les 14 000 interpellations et le nombre de déférés. Oui. Je crois que ça ne dépasse pas 2000. Un peu plus de 2000. Voilà, un peu plus de 2000. Donc ça veut dire que pour la plupart, il s'agit de prévention, de vérification d'identité, de petites infractions qui n'ont pas... 3259 personnes déférées par la police. Voilà, donc vous voyez hein, la différence. Donc ça montre que, en fait, la police a beaucoup fait dans la prévention. Elle a fait beaucoup fait dans la répression des petites infractions qui n'ont pas nécessité le déferment des intéressés, mais plutôt un paiement d'amende forfaitaire et autres. Et c'est ça qu'il faut peut-être saluer. Ce qui est important, c'est le travail de prévention qui a été fait. Donc, le chiffre peut être gros, peut être important, mais ce qu'il est beaucoup plus, c'est le nombre de déferments et les cas élucidés, les cas qui ont... Bien. Il y a d'autres lectures à faire, en tout cas, sur ces chiffres-là. Mais, maître Amadou Ali Kane, est-ce que pour autant, on se sent en sécurité? Oui, ce qu'il faut dire, c'est que toutes les polices du monde ont tendance à faire des chiffres, donc à gonfler le nombre de personnes interpellées. Et comme il l'a dit, il faut faire la part des choses. Parce qu'on y met même ce qu'on appelle ici ramasse, les vérifications d'identité. Voilà, on y met même tout ça. Donc ça, c'est la tendance, on va dire, universelle. Mais le plus important, c'est les gens qui sont déférés, et surtout parmi les déférés aussi, ceux qui sont condamnés. Parce qu'il y en a qui sont déférés, qui au bout du compte sont aussi relaxés, purement et simplement, pour lancer au bénéfice du tout. Ce qui montre que l'interpellation n'était pas fondée. Ça, c'est un fait. Maintenant, de manière générale, ce qu'il faut rappeler, c'est que le service de police a 2 attributions. Il y a une attribution en matière de police administrative qui consiste donc à prévenir les troubles à l'ordre public ou bien d'en limiter les conséquences. Oui. Et à côté de la police administrative qui donc consiste à prévenir les troubles, il y a la police judiciaire qui, elle, consiste
à constater les infractions, à rechercher les auteurs et à les traduire devant les juridictions. Alors, dans le cas du Sénégal, je crois que c'est la police judiciaire qui s'est montrée la plus efficace. Toutes les affaires de délinquance qui ont eu à se produire ont souvent été élucidées par les services de police. Et j'écoutais votre journal tout à l'heure, vous étiez en train de parler du cas de cet enfant de 15 mois violé à Thiès. Oui. Où la police est donc sur des traces, sur une piste sérieuse. Donc c'est dire que la police judiciaire du Sénégal, elle est très efficace. Mais quitte maintenant la police administrative, je crois que c'est là où le bas blesse. On a une police administrative qui est à demi éveillée. Elle est éveillée contre les opposants. Là, elle est très efficace pour empêcher des marches, l'expression, des manifestations, etc. Mais par contre, elle est peu efficace, en particulier la nuit. Parce que c'est surtout une police de jour. Mais la nuit, qui est le moment où les bandits, les délinquants sortent. Oui, c'est paradoxal. C'est le service minimum dans les postes et autres commissariats de police. Là, c'est le service minimum. Et je crois que c'est à ce niveau que la police doit surtout faire des efforts. Bien. Il y appartient de voir un peu comment être opérationnel de jour comme de nuit. Et surtout de nuit, parce que c'est le moment où que les bandits choisissent pour sortir. Alors nous sommes rattrapés par le temps. Merci Maître Amadou Ali Kane. On vous retrouve à 13h30 dans le journal, le grand journal de Ngone Ngom en Wolof. Colonel Aliou Ndiaye, 20 secondes pour terminer avec vous. On a souligné dans ces chiffres de la police, en tout cas entre janvier et mars, l'interpellation de plusieurs étrangers. Ça signifie quoi? Ce vieux débat sur la porosité des frontières sénégalaises. Non, c'est-à-dire que moi je ne suis pas d'accord avec Maître Kane et sa lecture est très politique. Les services de police ont toujours travaillé de jour comme de nuit. Je l'invite d'ailleurs à... Non, c'est une réalité, colonel Aliou Ndiaye, ça c'est une réalité. À la police, le soir, il y a moins de personnel. Ça, Ce que je dis également est une réalité. Vous n'avez jamais vu un service de police fermé la nuit. C'est ouvert, les véhicules circulent. Évidemment, nous n'avions pas ces effectifs dont nous avions besoin. Maintenant, je crois que c'est chose faite parce qu'il y a une promotion qui vient de sortir de l'École nationale de police, une autre qui entre, n'est-ce pas? Je crois que le problème de moyens humains est réglé définitivement, en tout cas. Et sur la présence massive d'étrangers dans ce... D'étrangers, c'est dû au fait que le Sénégal est un pays ouvert, carrefour, donc tout le monde entre, et ça c'est dans le cadre des accords que nous avons signé avec nos partenaires de la sous-région. La CEDEAO, libre circulation des personnes et des biens. Voilà, mais ces gens, quand ils entrent régulièrement, mais cela m'empêche que quand ils sont à l'intérieur, qu'ils fassent l'objet de vérification, qu'ils fassent l'objet d'interpellation de la police lorsque c'est nécessaire. Merci. C'est toute la lecture qu'il faut faire. Mais la criminalité, c'est beaucoup plus le fait des nationaux, ça je l'ai toujours défendu, que du fait des étrangers. Bien, colonel Aliou Ndiaye, ancien porte-parole de la police. Merci aussi à Maître Amadou Ali Kane, avocat et conseiller juridique de la RADDHO. C'est la fin de ce grand journal. Merci à Vincent qui était à la technique, régisseur d'antenne Pape Oumar Diao. Un mot sur la météo. Des amas de nuages à caractère orageux vont évoluer par l'est du pays samedi soir, occasionnant même des pluies d'intensité variable sur les régions de Kédougou, Tamba et Kolda. Cette situation va se prolonger dans la matinée du dimanche vers le sud-ouest avec des possibilités de pluie sur le centre-ouest, Dakar y compris. Prochain journal, le grand journal de Ngone Ngom à 13h tout à l'heure. Merci de nous rester fidèles. Le rappel du principal titre de cette édition, affaire de l'église saccagée et profanée à Sicap Mbao. Le procureur s'est saisi du dossier et la police est à la recherche des auteurs. Restez avec nous, les programmes continuent. On enchaîne Dialgate Khibar. voilà jërë ngeen jëf mbokk yi ëllëg nag ci samedi bi daanaka moom mooy koor gi nuy ñaan rek ak yenn auditeurs yi ak sunu diggante ak Karamoko voilà nan lépp di rafet rek nu anticiper maanaam tàmbali léegi di sellal ci kàddoox jëfi nax lépp 00,37 11 tonton Adi ci micro bi ci machine bi Alioune allez bismillah. allo. waaw nu ngi lay déglu salaamaaleykum Karamoko. maaleykum salaam.
waaw waaw nu ngi lay. tonton Ada bugguma ji ñu ku bëri histoire. non damay kii nii rek. dégg naa la di nga commencé Bakulu nekkuma. waaw maa ngi jégalu. li ma bëgg nag wax ko mooy Sénégal kañ la ñuy liggéey waaye wàkk bii liggéey kañ lay jot Sénégal nit ñu nga liggéey pour askan wi jëmi kanam mais wàkk teesante kulo te ñi koy def ay magum musu kalafu lañ pour lan. waaw loolu day jaaduwul nekkul lu rafet de wax dëgg fa yàlla liggéey daal moom moo war a gën a mën a ëpp wax jeex yu ni mel vraiment jëf dafa am solo. segg naa seeni booy rapport boobu mu wax ko wax tuuti liggéey bari. ñoom it day dunu dara ñoo dàq wax ñépp ñoom yaakaar na ne musique bi xastante la musique bi dingat ak xarab. booy wakkuma booy Gaston laa wakk loolu la wakk de dafa ne liggéey bu bari wakk tuuti jopp tuuti. waaw loolu day am na solo moom wax dëgg fa yàlla lool. mais nag tonton Ada. ñu ngi jëme ci koor. waaw. Sénégal lu tax ñu jëli koor rek defu ko jaamu yàlla chaque jour la Sénégal pour nit joxe sarak pour nit may lépp weeru koor bàkk naa moo gën ci weer yi mais juliti dëgg ni nga mel weeru koor noonu nga war a continuer nga mel nañu bàyyi daa fekka bàkkul. waaw loolu day baaxul doy na waar trop tey wax ne nag vraiment weeru koor nag képp koo xamante ne kóllëre nga rawatina sax ñun ñi nga xamante ne ñun noo féete ci presse bi vraiment sunu confrères yi nga xamante ne yàlla boole nañu ñoom aussi nu xaw a kii daal xaw a am koom vraiment nu gestu nag ñi nga xam ne amuñu koom. tonton Ada. non pour suukaru koor laay wax rek karama ko. dama ne lay wax rek. maa ngi wax rek lu ma wax nga d'accord lu takk loolu maa ngi yow bokkuñu kalaat. waa déet xam nga dama ne am na ci ñoo xamante ne ñun suñuy nit lan suñuy nitu bopp lan maanaam lii genre xeetu dóor la rek pour que nu bàyyi nu xel ci suukaru koor. kan nu nga laajee kenn amul dara man foofu kenn rek laa yaakaare ci moom mu jokkoo ak suukaru koor muy Alassane. waaw Alassane moom mention spéciale wax dëgg fa yàlla waaye day baax it ma dànkaafu ku mel ni Bécaye Mbaye xam nga Bécaye. Bécaye li muy am doy xoo. waaw Bécaye nag moom vraiment moom. wakk ju nekk rek la ma booy boobu wakk ju nekk waaye jokkee bokkul. kuy wayaan ba weeru koor nga war a mën a aj wayaan gi voilà vraiment doy na waar trop xanaa nag kii ay ñoom may mun a ndiir ñooñu c'est-à-dire ñooñu samay kii lan daal dama leen di kii nii rek. tonton Ada. waaw. man li ngay wax ak li may wax bokkul. waaw yow wax. ginnaaw yow li ngay wax ak man li may bokkul. yow wax tuuti liggéey lu bari ngay wax. wax tuuti liggéey lu bari. waaw d'accord bu nga ma mayee sa antenne. ma defaale appel. xam nga nag gis nga fii ba dara dul dara fii danoo liggéey ba liggéey ab télé liggéey ba liggéey ab site dama lay expliquer rek karo ba fi dara nekkulee la ñuy liggéey di ñafe ba dara nekk fi nag waaye 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 ba dara nekk fi nag